Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Pequignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Frédéric Debaumy, Le monde de Macron, La gauche défaillante et moi perplexe, 2022. Jacques Arnoux, La guerre de l'espace aura-t-elle lieu, 2022. Chrysostome Cijika Kayombo, Analyse systémique et axiologique appliquée à la pratique de philosophie de l'éducation, 2022. Olivier Caremelle, Argent, transfert, droit TV, Le foot à l'agonie 2022. Daniel Favari, Le référendum d'initiative citoyenne. Mode d'emploi. Pour une démocratie participative, 2022. Arnaud Maigre, L'innovation vertueuse. L'économie par les valeurs, 2022. Alexandre Baumann, Économie du militantisme, le paradoxe du cancer militant 2022. Sandy Larose et Ginette Francilus Sanon, Femmes, identité et chrétienté au temps moderne 2022. Lydia Kamenoff et Hortense de Vilaine dire L'Empire centre et périphérie 2022. Introduction, exposé des buts de l'essai. Cet essai, engagé et militant en faveur d'un anarchisme sociétaire, est en quelque sorte la conclusion des précédents. Il reprend, transforme et complète leurs analyses par des propositions de réforme en forme de conséquences à en tirer. Cela pourrait servir après la campagne électorale française, cela dit sans ignorer que sont à régler les crises écologiques, économiques, politiques, sociales, sanitaires, culturelles qui durent depuis déjà longtemps. Il faut les prendre en compte pour tous les horizons de temps, notamment à long terme au-delà de l'apparence des phénomènes. Ce n'est qu'un petit livre écrit dans l'urgence et quelque peu futuriste. Car la pensée actuelle sur les changements à mener est largement insuffisante et contradictoire. On n'y voit pas de projet sérieux, global, fondé sur une analyse et une critique approfondie du système capitaliste alors que la situation du pays ou mondiale est bien mauvaise. On s'y trouve au bord de la lutte de tous contre tous, cher à Hobbes. Je vais donc, sans doute de façon présomptueuse, en proposer un d'obédience sociopolitique, libertaire et écologiste pour un avenir incertain loin des programmes électoraux. Actuellement nous avons de la communication, de la publicité, de la surenchère limitée à certains domaines, immigration, sécurité, pouvoir d'achat, écologie, etc. Cela ne donne pas un projet, faute d'analyse préalable de la situation et de délimitation de solutions. Les grands enjeux sont sous-estimés, voire ignorés. Le climat, la diversité, la logique économique, la démocratie, le domaine social, l'impact de l'administration étatique, le système juridique, etc. On ne voit pas de projet cohérent et construit pour l'avenir, ni d'analyse sérieuse, au-delà, d'un constat, de la situation du pays dans le monde. On ne voit que des patchworks de propositions dans un inventaire à la Prévert, relevant souvent de la rustine plaquée à court terme sur un trou béant. De vieilles idées ou doctrines tiennent lieu de pensées novatrices par rapport à une situation d'ensemble qui demande un projet général et structuré pour le changement. On peut craindre la perpétuation de la logique générale du système libéralo-capitaliste, SLC, opposé aux vieilles recettes d'un socialisme dépassé par les événements et largement compromis par sa participation à l'installation en France du dit SLC. C'est pourquoi, comme le monde actuel est pris dans un système général, nous allons explorer des dimensions qui se renforcent les unes les autres, de sorte que réformer là n'est pas suffisant. Il faut réformer dans tous les domaines essentiels. Il faut se placer dans l'optique de l'écologie sociale, Murray-Bookchin, qui est globale et systémique, car dans le système capitaliste tout est lié alors qu'il empêche toute évolution environnementale via sa logique d'accumulation et de profit en univers de concurrence mondiale axé sur la compétitivité. Bookchin montre très bien que les situations sociales, politiques, économiques et écologiques forment système et que résoudre le problème écologique ne peut se faire sans une destruction des actuelles dominations et hiérarchies sociales. Ici,
On ne reviendra pas sur la déconstruction du SLC déjà vue dans des essais précédents. Ce décryptage est parti du concret, des pratiques du néolibéralisme économique et non d'une analyse des théories, trop hétérogène et surtout, démentie par les faits et ne servant donc que de justification idéologique au monde capitaliste. Il s'agit seulement d'en tirer des conséquences pour l'élaboration d'un projet global de changement face aux menaces actuelles et à la péremption des vieilles solutions. Il faut cependant voir en face la situation, nationale, européenne, internationale, mondiale, le défi climatique et la mort de la biodiversité, la concurrence mondiale échevelée et dérégulée conduisant à la lutte de tous contre tous et au nationalisme, le repli général sur le nationalisme pour tirer son épingle du jeu dans la raréfaction et le renchérissement des ressources, la montée des régimes autoritaires, l'épuisement de la démocratie représentative, les dégâts du SLC comme logique économique généralisée, hyperpuissance des multinationales, la privatisation des communications et des technologies modernes afférentes, le regain du refuge dans les religions et en réaction à l'hyper-individualisme régnant, le creusement astronomique des inégalités entre classes sociales et entre pays, l'émergence d'une immigration massive due au changement climatique et à la division internationale du travail. L'UE, censée mener à la paix en Europe, est devenue une confédération économique où chaque État maximise ses seuls intérêts. On pensait faire advenir la paix grâce au doux commerce. C'est l'inverse qui s'est produit. La guerre économique et le retour des nationalismes qui, eux, portent la menace de la guerre tout court à moins que ce ne soit l'éclatement de l'UE qui finisse par prévaloir, façon multiplication des Brexit. Les turiféraires du SLC pensaient à la mort du politique et des nations immergées dans un grand village global. Mais non. Les notions de nation et de souveraineté sont de retour en réaction à la concurrence économique mondiale et par refus de voir disparaître son identité historique et culturelle. De plus en plus, l'espace national, 3 fois hélas, apparaît comme le seul qui puisse protéger les populations contre la pauvreté et l'effacement dans l'océan mondial. Les institutions mondiales nées après 1945 sont devenues totalement inopérantes, à commencer par l'ONU qui n'est plus qu'une tribune d'expression des problèmes et de leur absence de solution. Les grandes idéologies, libéralisme, socialisme, communisme, ont perdu tout poids explicatif dans le désordre du monde. Elles ont été éliminées par les questions économiques, la concurrence, la course à la compétitivité, l'individualisme généralisé, la division sociale en groupements opposés ou séparés. Les groupements sociaux, au nom de droits subjectifs et individuels, se sont répandus comme des champignons, chacun s'occupant de ses intérêts sans se préoccuper de cohésion d'ensemble, ni d'instances transversales axées sur un projet de vie commune. Les sociétés sont à la fois atomisées en individus et molécularisées en communautés, juxtaposées ou hostiles. La coopération et l'aide au développement ont été laminées par la logique SLC, de concurrence totale et de maximisation des profits. Les religions reprennent de la force, car elles apportent réconfort et espérance. Les biens communs mondiaux, les océans, les terres, les eaux, le climat, etc., ont été ravagés, privatisés, surexploités, laissés aux appétits des pays et des affairistes. La pêche en est une excellente démonstration de même que la déforestation, et son corollaire particulier qui est l'apparition de nouveaux virus. La lutte pour se procurer des ressources devenues rares, ressources nécessaires à l'industrialisme et à l'agriculture productiviste, et la pêche, va s'intensifier, car l'objectif majeur des politiciens est de soutenir la croissance pour obtenir des emplois et répondre aux besoins des populations qui vont bientôt atteindre le nombre astronomique de 9 milliards d'êtres humains sur une planète où les terres arables et les eaux potables disparaissent. Il apparaît très nettement que la poursuite de la logique du SLC est rigoureusement incompatible avec le productivisme et la croissance capitalistique menée par tous les pays, communistes ou libéraux. Il nous faut donc un projet de développement, notamment pour le tiers-monde, qui soit à la fois écologique, social et démocratique pour les populations concernées. Dans ce contexte, nous n'allons pas proposer une analyse du système, notamment parce que cela a déjà été fait dans des ouvrages précédents. On se contentera d'un rappel et d'un complément d'analyse pour privilégier des propositions urgentes, réalistes pour le futur désirable, opérantes, toutes situées dans le cadre d'une lutte contre l'emprise du SLC.
Ce seront des réformes concrètes qui auront pour but de combattre la loi princeps du SLC, à savoir la compétitivité, notamment en le privant de ressources et de moyens d'action. On insistera sur les dimensions essentielles, les nœuds gordiens d'un système général totalisant, pour ne pas dire totalitaire, à déboulonner tout en sachant qu'il s'agit d'un travail de long terme. Ce qui suppose que les points essentiels de continuation du SLC soient repérés, pour y placer des solutions rénovatrices de progression vers le changement, et permettant d'avancer tout en remédiant aux plus gros dégâts du prétendu progrès affiché par le néolibéralisme. On privilégiera l'urgence, notamment climatique, tout en visant le long terme, via un cheminement où toute réforme doit constituer un point de non-rebroussement vers l'abolition du SLC. On se focalisera sur des réformes concrètes et pratiques répondant aux situations écologiques, sociales, politiques, et assumant les demandes du corps social en vue de l'intérêt général du pays et de ses populations. On insistera sur la nécessité que les réformes envisagées répondent au retour à la République démocratique. Car la République sans la démocratie conduit au totalitarisme et la démocratie sans la République, intérêt général, bien commun et justice sociale, amène aux inégalités galopantes. Cet essai prend en charge la dimension écologique comme transversale à toutes les autres. En effet, une révolution écologique est devenue extrêmement urgente eu égard à l'état du climat, de la biodiversité, de la cohésion sociale et de la vie sur la planète. Mais cela concerne toutes les décisions et actions tant politiques qu'économiques, industrielles, sociales ou culturelles. On se trouve en effet dans l'urgence de modifier sérieusement le système productif, en allant dans le sens d'un développement socio-écologique, et amenant à en finir avec l'industrialisme et l'agriculture productiviste, comme avec l'individualisme régnant. Dans la structuration des propositions d'un programme anti-SLC, nous commencerons par les dimensions névralgiques. La première est la rénovation de la démocratie, au sein d'un système politique de type fédéraliste. En effet, c'est la captation de la démocratie par une caste de politiciens et de hauts fonctionnaires achetés, c'est facile car ils adhèrent très souvent au SLC, par les puissances économiques, qui a conduit au désastre actuel d'un monde orienté uniquement vers une croissance par une concurrence sans limite et destructrice de la planète et des liens sociaux. Car la souveraineté du peuple, appropriée par cette corporation inamovible, est le pouvoir de donner et casser la loi, ce qui s'est fait en faveur de la dérégulation de tout pour le plus grand profit des puissances économiques. La deuxième nous semble résider dans une modification exigeante de la culture, de l'éducation et du système d'information. La troisième réforme primordiale réside dans la nécessité d'en finir avec les règles pro-SLC, ce qui suppose aussi une réforme totale de notre système juridique conçu pour protéger l'État des intrusions des citoyens. Les autres dimensions de la réforme programmatique, tout en étant fondamentales, sont moins urgentes au sens où elles sont conditionnées par les axes essentiels des trois premières. Ce sont une réforme financière et fiscale en vue de l'indépendance du pays et pour pouvoir financer la réindustrialisation urgente du pays, sans oublier une réforme ad hoc de l'agriculture et du domaine de l'énergie. Il nous faudra encore réformer la fonction publique bien trop centralisée, fermée sur elle-même et créatrice de bien trop de normes. Nous devons aussi revoir notre politique étrangère en la fondant sur des valeurs universalistes et le co-développement au lieu de la concurrence et de l'aide au gouvernement, ou du soutien aux États qui en fait ne nous veulent pas du bien et aident les mouvements radicaux voulant détruire notre culture et notre mode de vie. Enfin, nous devons remédier aux causes profondes du ressentiment qui sévit dans le pays. Ce qui nous amènera à traiter du problème du communautarisme et de ses corollaires, séparatisme, immigration. On n'oubliera pas qu'en réalité, comme dans la société, toutes les dimensions de la réforme envisagée sont interdépendantes, mais qu'elles n'ont pas la même importance. Il y a des variables clés qui conditionnent les autres. Au passage, on se servira, en vue d'illustrer le propos, de quelques réformes libérales actuelles qui ne sont que des accélérations vers l'implantation en France du SLC. Il faut prendre nos propositions comme faisant partie d'un tout, comme des suggestions disruptives, pouvant éclairer les opposants à la logique sociale actuelle. Certes, elles ne sont pas réalisables à brûle-pourpoint, mais elles parlent d'avenir et surtout de cadrage des luttes pour le changement. Première partie, les réformes fondamentales.
Dans le chaos qui caractérise la situation actuelle à tous les échelons territoriaux, il se trouve des domaines où la décision et l'action sont à la fois primordiales, car elles conditionnent la suite, et urgentes. Ce qui veut dire que si des réformes essentielles ne sont pas menées dans ces domaines, alors presque plus rien ne pourra être entrepris avec efficacité. On a listé ces dimensions dans l'introduction, et nous allons y passer de rechef. Rappelons que nous nous concentrons sur du concret sans nous étendre sur des problèmes de fond, qui ont été examinés dans des essais antérieurs. Nous insistons cependant sur l'impossibilité actuelle de la révolution purement politique, surtout celle qui est fondée sur la violence, car les pouvoirs en place sont à la fois fondus dans tout le SLC et disposent de bien trop de moyens policiers et armés pour être vaincus dans un affrontement violent. Il faut se contenter d'un réformisme commençant à la base, tout en se fédérant et en luttant contre les niveaux supérieurs de la société. C'est aussi un réformisme dont les actions sont toutes orientées vers le but d'un vrai changement sociétal et écologique. Chapitre 1 : Revoir le système politique français. L'enjeu est considérable, car si le système politique est tronqué, il est possible à une minorité active de le subvertir pour favoriser des intérêts particuliers et même de le soumettre à des puissances économiques qui peuvent alors tout faire décider en leur faveur. Un système unitaire et extérieur à la société permet de tout rabattre sur les décideurs légalement élus, tout en faisant disparaître les vrais ressorts de légitimité, dont le premier est la recherche du bien public pour une destinée commune. Un système unitaire, absolutiste et monopoliste, a aussi le défaut de focaliser les attentions de sorte que certains ont imaginé qu'il suffisait de s'en emparer pour ensuite tourner ses canons contre ses anciens occupants. C'est une sorte de forteresse bien visible qui donne l'illusion que la révolution politique, voire l'arrivée démocratique au pouvoir, permet de changer la société par décret, Crozier. Or la loi et les actes de l'exécutif sont loin de représenter tout le droit. Il y a aussi la jurisprudence, les conventions collectives, les coutumes, les normes morales. L'état de droit ne saurait être le monopole du pouvoir législatif ou exécutif. Cela sépare le pouvoir politique de la société civile, et consiste à faire en sorte qu'un seul pouvoir prévale sur tous les autres. Un tel pouvoir politique finit par stériliser la dynamique sociale, car ses détenteurs font tout pour éloigner, voire éliminer des rivaux. Il ignore que la société est un fait social total, mos, où tout est interdépendant. Il assujettit tous les acteurs sociaux dans une domination unidimensionnelle, ce qui gomme tous les conflits qui sont à l'origine de la démocratie et de la vitalité sociétale. Il est sujet à l'arrivée d'hommes providentiels, qui ont un lien présumé direct avec le peuple et qui croient pouvoir faire fonctionner le pays, ou un groupe comme une association, par leur seule emprise politique sur tous les autres domaines et sur tous les acteurs sociaux. Pour ce faire, ils s'appuient sur une haute administration mise entièrement à leur service. En France, en plus, la dite administration a réussi, avec l'aide de riches donateurs, à promouvoir l'un des siens à la tête du pouvoir, d'où une conjonction parfaite et inédite entre les corps politiques et administratifs, tous deux partisans d'un libéralisme absolutiste. Or, la France est pourvue d'un système politique, dont il faut bien constater qu'il s'agit d'une monarchie républicaine, absolue, indivisible, hypercentralisée et normalisatrice. Le politique y est situé en surplomb sur la société dont il est le maître, à la fois extérieur et supérieur à celle-ci. Il est l'exemple typique d'un pouvoir omniprésent, dominateur, prétendant à l'unicité de la société et exigeant d'en être, non le coordonnateur, mais le directeur. C'est un système hiérarchique et inégalitaire en ce qui concerne la participation au pouvoir politique des différents acteurs sociaux, notamment pour ce qui est de la reconnaissance des corps intermédiaires et des collectivités locales. C'est un centre unique de conduite des affaires du pays, centre qui impose ses décisions d'en haut à tous les acteurs. Le pluralisme sociétal y est nié, car le pouvoir central ramène tout à l'un. Ce système correspond à un état de la pensée sociologique où la complexité, l'interdépendance, la dialectique des contraires, la transdisciplinarité, l'analyse systémique n'avaient pas de place. C'était conçu comme une mécanique au rouage simple et dirigé par un centre omniscient et omnipotent. Bref, notre système politique ressemble toujours à celui de l'Antiquité alors que l'état des connaissances lui attribue désormais des siècles de retard sur la compréhension de ce qu'est une société.
Mais c'est un système bien commode puisqu'il justifie le droit de pseudo-élites à diriger les peuples. On y demeure dans une approche théologico-politique, Spinoza, fondée non plus sur la transcendance divine, mais sur le caractère quasiment sacré du pouvoir politique considéré comme supérieur au pouvoir civil. Ce qui fait bien les affaires d'une caste de politiciens et de hauts fonctionnaires qui s'imaginent diriger un pays à partir de leurs beaux bureaux dorés et lambrissés, et à se considérer comme une engeance d'exception située au-dessus du vulgum pecus. Contre ce système, j'ai proposé une solution de fédéralisme intégral, c'est-à-dire qui concerne tout à la fois le politique, l'économique, le juridique, le culturel et le social. En gros, c'est une structure et un processus permanent de mise en expression, j'en sûr, de tous les acteurs sociaux. C'est une façon de donner au pays une constitution politique, vraiment représentative de sa constitution sociale, Proudhon, car le pouvoir y est redistribué de façon égalitaire entre tous les acteurs sociaux de façon qu'ils puissent s'exprimer et défendre leurs intérêts au lieu de se livrer à la violence. C'est un but révolutionnaire en vue de supprimer la domination politique par le moyen de la révolution sociale. Cela organise un espace commun où tous les 10 acteurs peuvent exprimer leurs intérêts, en discuter et négocier pour la détermination de l'intérêt général qui redevient la chose commune au lieu d'être l'apanage d'un pouvoir central élu ponctuellement et périodiquement. Ce qui nous fait une démocratie à éclipse est fondée sur la seule dimension politique qui dispose en quelque sorte d'un chèque en blanc sur toutes les questions. Le fédéralisme intégral est fondé sur des valeurs, des principes qui irradient toute la société. L'égalité de participation à la chose publique, res publica, la mutualité des relations sociales et l'égale dignité de tous les êtres humains et de tous les groupements sociaux, l'équivalence dans les échanges économiques. Le fédéralisme intégral est un régime sociopolitique construit pour s'opposer à toutes les dominations qui ne relèvent pas que des classes sociales. Il y a en outre et par exemple, celles de genre, d'ethnie, de culture, de position sociale, conformes contre marginaux, de race, domination blanche contre les racisés, etc. En effet, il permet de représenter tous les groupes sociaux et de redonner à chacun ses propres pouvoirs d'expression, de défense de ses intérêts et valeurs, de participation au commun transversal à la société. Il ventile le pouvoir dans toute la société, au lieu de le réserver aux détenteurs de la puissance d'État. Les tenants des approches woke n'y sont donc pas marginalisés ou rejetés. Ce fédéralisme, qui fait que chaque groupement existant sociologiquement conserve ses propres pouvoirs en tant qu'être de pouvoir disposant du pouvoir de l'être et ne concède à des pouvoirs de rang supérieur que ce qu'il ne peut pas gérer lui-même, c'est cela la vraie subsidiarité proposée dès 1324 par Marcille de Padoue, le défenseur de la paix. On est loin de l'UE qui condescend à laisser au pays des miettes de pouvoir, consistant à exécuter nationalement la musique centrale qu'elle a décidée. Je reviens ici sur ma proposition d'un système politique prenant en charge l'autonomie des acteurs et aussi leur mise en relation permanente, pour élaborer des lois interdisciplinaires éloignées des votes au coup par coup, et matière par matière. Il faut cependant dire qu'il ne s'agit que d'une visée totalement irréalisable à court ou moyen terme, tant les profiteurs du régime politique actuel sont puissants et attachés à leurs privilèges. La transversalité des approches provient d'une organisation du Parlement en 2 chambres, une territoriale comme le Sénat et une assemblée des fonctions. On peut en compter 8, 1. Économique financière, de la production et de la consommation, 2. Fonction énergie et écologie, 3. Une fonction sociale, droit social et syndical, rémunération et revenus, retraite, égalité femmes-hommes, inégalité, communauté, 4. Une accès sur les communications en tout genre, téléphonie, internet, réseaux sociaux, etc., et la culture, 5. Une pour les transports et le logement. Il y a à rapprocher les logements en fonction des moyens de transport. 6. Une fonction éducation, formation, recherche. 7. Une fonction judiciaire, policière, pénitentiaire. 8. Une pour la santé, sécurité sociale, laboratoire, hôpitaux et cliniques, EHPAD. Je laisse de côté la fonction transversale des relations extérieures et de l'adoption des traités internationaux de commerce, en faisant l'objet d'une commission spécialisée du Parlement, hors ingérence de l'exécutif. Et il ne faut pas oublier que les problèmes écologiques sont eux aussi transversaux à ces 8 dimensions. Ces 8 fonctions regroupent chacune 50 délégués, soit 400 au lieu des 577 actuels, qui élisent un président devenant ipso facto ministre,
C'est donc le Parlement qui nomme le gouvernement et élit le Premier ministre coordonnant les 8 ministres et cela sans président. Toute décision instruite par une fonction fait l'objet de discussions avec les 7 autres, avant un vote global en plénière du Parlement. L'Assemblée des fonctions l'emporte sur la Chambre territoriale en ce qui concerne le pouvoir ultime de décision, après leurs échanges préparatoires à celle-ci. Le système est fondé sur 2 niveaux, le national et le régional qui sont de même constitution ou structure. Je propose que peu à peu les régions en reviennent aux provinces qui montrent une histoire et une culture communes, par exemple la Bretagne, l'Alsace-Lorraine, le Languedoc, etc. Pour les élections au suffrage universel, les listes de candidats sont élaborées par des acteurs sociaux organisés et fédérés, ce qui en enlève le monopole aux partis. Ces acteurs sociaux sont les syndicats, les associations, dont celles de consommateurs, les ONG, les partis politiques, les collectivités locales. L'important est que les militants de ces acteurs organisés discutent en leur sein d'un projet collectif à défendre par leurs candidats, projet impératif quant au but visé, mais négociable quant au contenu des réformes et au rythme du changement. Ainsi les projets en concurrence émanent d'approches discursives et approfondies sur les intérêts à représenter et à défendre, loin des candidats inféodés à une ligne politique et tout-terrain. De plus, la corruption devient très difficile, car il y a énormément d'acteurs à circonvenir. On note que la participation aux candidatures exige une forte implication dans les situations vécues, ce qui permet d'ajuster l'offre de candidats aux besoins exprimés par les militants. C'est pourquoi seules les structures organisées en fédération peuvent proposer des candidats afin d'exclure les dilettantes, les opportunistes et les prétendus généralistes coupés des problèmes réels. Dans ce système politique, tout part du bas pour remonter et, naturellement, il n'y a plus de président de la République, car le Parlement retrouve tous ses droits à émettre les lois et à diriger le pays via un gouvernement qui procède de lui. Nous voilà là loin des projets de 6e République qui ne sont qu'un patchwork de rustines. Hélas, cela ne peut être envisagé qu'à long terme. Dommage, car avec cette démarche le pouvoir politique est réintégré dans la société au lieu de lui être extérieur. On vote fonction par fonction, ce qui interdit de fait les représentants porteurs d'une seule obédience partisane, les majorités législatives absolues et les hommes providentiels ou candidats sortis de nulle part et autoproclamés. Les collèges établissant les listes de candidats sont fonction des problèmes traités et des acteurs sociaux concernés. Par exemple, pour la fonction éducative, ce seront les syndicats d'enseignants ou des autres personnels, les fédérations des chambres de commerce, des métiers et de l'agriculture, les associations de parents d'élèves. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.